audition des sons. Alors, nous, on a vu plusieurs choses dans ce chapitre sur les ondes. On est au stade des ondes sonores. Hein. On a vu comment elles se comportaient dans un tuyau, par exemple, avec les ondes stationnaires. Et puis maintenant, on va voir comment nous, finalement, êtres humains, qui captons les sons, comment est-ce qu'on se comporte, quels moyens on utilise pour entendre, pour détecter justement des sons. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, et d'ailleurs, on l'a déjà vu dans un exercice, il faut savoir que l'oreille humaine, elle ne peut pas détecter toutes les ondes sonores. Elle peut en fait percevoir une gamme d'ondes sonores dont la fréquence est comprise entre 20 Hz pour les plus basses fréquences et 20 000 Hz pour les plus hautes fréquences. Ça, c'est évidemment une moyenne, hein, c'est pas des valeurs strictes, hein, c'est pas 19 Hz et puis 20 001 Hz, on n'entend plus rien. C'est un ordre de grandeur, en fait, ça dépend un petit peu des gens. Ce qu'on remarque aussi, c'est que la sensibilité des êtres humains vis-à-vis de la limite supérieure, qui est donc d'environ 20 000 Hz, elle a tendance à diminuer avec l'âge. C'est pour ça qu'il y a par exemple des magasins, je me rappelle avoir lu cette histoire il y a quelques années, devant lesquels il y avait des jeunes qui traînaient, qui faisaient un peu de bruit, qui gênaient un petit peu les magasins. C'était en Angleterre, hein, si je me rappelle bien. Et donc, il y avait des gens qui avaient développé un petit système qui émettait des ondes aux alentours de 20 000 Hz. Et du coup, c'est des sons très aigus, en fait. Hein, c'est des sons qui sont très, très hauts. Et donc, c'est gênant, en fait, pour ceux qui les entendent. Mais comme les gens qui ont, je sais pas, environ 30 ans et plus, eh ben, ont déjà perdu l'ouïe pour ces fréquences-là, eh ben, les gens comme moi, par exemple, ben, ils n'entendent plus ces sons-là. Donc, ça ne les dérange absolument pas. Tandis que les jeunes, eux, ils sont encore sensibles à ces fréquences. Donc, ils entendent un espèce de bip très, très aigu qui les dérange. Donc, du coup, ils partaient d'eux-mêmes devant les magasins. En fait. Donc, bref, entre 20 et 20 000 Hz, hein, pour donner un ordre de grandeur. Et alors, du coup, on qualifie d'infrasons. Infra, ça veut dire en dessous. On qualifie d'infrasons les ondes sonores dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Et puis, eh bien, il y a les ondes sonores qui sont supérieures à 20 Hz. Ben, celles-là, on les appelle des ultrasons. Donc là, on parle bien d'ondes sonores, hein, ça veut dire des ondes, donc, comme on a pu voir, comme j'ai pu vous expliquer auparavant, donc des couches d'air qui sont poussées successivement et avec des zones de haute pression, enfin de pression plus élevée qu'on appelle des zones de compression, et puis des zones où la pression elle est plus faible, ensuite des zones de raréfaction. Donc ce principe-là, ça reste le même, c'est juste une question de fréquence. Et donc si la fréquence elle est en dessous de 20 Hz, c'est-à-dire ce qu'on appelle des infrasons, eh bien, l'être humain ne peut pas les entendre. Et puis, si elle est supérieure à 20 000 Hz, ce qu'on appelle des ultrasons, là encore, l'être humain ne peut pas les entendre. Alors, les ultrasons en particulier, hein, les infrasons et les ultrasons, pour nous, donc, pour les humains, c'est des sons qui sont inaudibles, qu'on n'arrive pas à entendre, on ne peut pas les percevoir, en fait. Alors donc, du coup, on est insensible à cela, mais ce n'est pas le cas de tous les animaux. Par exemple, il y a certains animaux qui peuvent capter, en tout cas moi je connais un exemple qui est celui des chauves-souris. Les chauves-souris, elles peuvent capter les ultrasons en fait. Donc les ultrasons, les chauves-souris y sont sensibles, elles l'utilisent même en fait comme radar. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le savez probablement, les chauves-souris vivent la nuit plutôt, et donc comme elles ne voient pas les obstacles qu'il y a autour d'elles, eh bien, ce qu'elles font, c'est qu'elles envoient des ondes sonores de type ultrason qu'on n'entend pas, nous, en fait, hein, justement. Et ces ultrasons vont être réfléchis contre les surfaces, contre les obstacles, en fait. Et puis après, elles redétectent l'onde en retour. Et ça leur permet de reconstruire une espèce d'image qui leur permet de se localiser dans l'obscurité, dans la nuit, en fait. Sinon, les ultrasons, c'est aussi utilisé en médecine. C'est ce qu'on appelle les échographies.
c'est en fait des ultrasons qui sont envoyés dans les tissus et qui en fait se réfléchissent plus ou moins dans les divers tissus dans le corps en fait. Et puis après par on va dire un programme informatique et on arrive à recapter les ondes qui sont réfléchies et à reconstruire une image de choses, d'organes qui se passeraient à l'intérieur du corps humain. C'est un peu le sujet, enfin c'est pas un peu, c'est le sujet de TIP de Flora d'ailleurs, hein, elle a travaillé là-dessus. Donc si jamais c'est une experte en fait Flora maintenant, vous pouvez lui poser des questions sur ce sujet-là. Alors, je continue avec l'audition des sons. Alors, comme vous le savez, hein, nous, on entend les sons grâce à notre oreille. Et là, en particulier, je vous présente ce qu'on appelle l'oreille externe, c'est-à-dire la partie de l'oreille qui se trouve à l'extérieur de la tête, qui est ici coloriée, en fait. Alors, elle est constituée, donc c'est toute la partie qui se trouve à gauche de cette ligne, hein, en fait, hein, ici à gauche, la partie coloriée. La partie qui est en noir-blanc ici, c'est plus la partie, c'est l'oreille interne, hein, comme on dit, d'ailleurs c'est écrit ici, je n'avais pas repéré, hein, c'est l'oreille interne. Nous, maintenant, je vais m'intéresser uniquement à ce qui se passe à l'extérieur, hein, c'est-à-dire l'oreille externe. Et vous voyez qu'elle est constituée de, bon, il y a la partie osseuse ici, mais ça, c'est pas très intéressant, c'est le squelette. Ce qu'on appelle le pavillon, le conduit auditif, pardon, et puis ça s'arrête au tympan. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout d'abord, les sons, quand on entend un son, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on a d'abord le son qui est intercepté par le pavillon. Alors, le pavillon, c'est cette forme ici, un petit peu, comment dirais-je, un peu, d'une certaine manière, qui fait penser à un entonnoir. Hein. Évidemment, ce n'est pas un entonnoir, c'est une oreille. Disons, voilà, c'est un espèce de réceptacle. Et puis, donc, le son va être capturé par cette partie. Hein. Le pavillon, ce n'est pas uniquement la petite partie qui est là, c'est vraiment tout ça, en fait. Hein. Tout le cône, on va dire, qui constitue l'oreille. Et puis donc ce pavillon, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le son, il est d'abord conduit dans le pavillon, comme je vous le disais, et puis ensuite il est conduit jusqu'au tympan par un canal qu'on appelle le canal auditif ou le conduit auditif. Ça dépend on peut l'appeler comme on veut. Enfin, il y a encore d'autres termes hein, d'ailleurs. Appelons-le le conduit auditif. Donc en fait, les sons, ils sont récupérés dans l'oreille, en fait, ici, dans le pavillon, et ils sont ensuite canalisés pour arriver jusqu'au tympan. Alors le tympan, hein, je vous en ai déjà parlé quelques fois, me semble-t-il, c'est une fine membrane qui se trouve à la limite entre la partie externe de l'oreille et la partie interne. Hein, c'est dans ce qu'on appelle on appelle ça l'oreille moyenne en réalité. Hein, donc c'est la frontière entre la partie oreille moyenne et oreille externe. Et c'est une membrane, hein, on la voit ici. Je vais la mettre un petit peu plus en vert ici. Hein. C'est une membrane ici qu'on voit qui va donc vibrer à cause des couches d'air qui elles-mêmes vibrent, hein, qui sont traversées par des ondes et qui vont donc mettre en mouvement ce tympan. Et puis après, avec le système de ce qu'on appelle marteau, enclume, étrier, etc., tout ça va créer l'onde, si vous voulez, sonore, va être transformée grosso modo en des signaux électriques qui vont finalement sortir par ce qu'on appelle le nerf auditif en direction du cerveau pour être interprété. Donc ça, c'est la partie extérieure. Alors, ce qu'il faut quand même savoir concernant cette partie extérieure, et c'est là que la nature est bien faite, c'est que cette partie constitue une cavité, comme on dit, une cavité résonante. Qu'est-ce que c'est qu'une cavité résonante? Eh bien, on a déjà vu le terme de résonance. C'est qu'en fait, il va y avoir des espèces d'ondes stationnaires qui vont… Enfin, nous, on a vu ce que c'est que la résonance dans le cadre des ondes stationnaires. Par exemple, sur une corde, vu que vous avez… Bon, il n'y a que la moitié de la classe qui a fait le TP, mais j'ai quand même fait la démonstration en classe une fois. Quand vous avez une onde, alors là je parle vraiment d'une corde, donc ce n'est pas tout à fait la même chose qui se passe avec des ondes sonores, mais c'est quand même quelque chose d'analogue. Vous avez une onde qui se balade dans la corde, quand elle arrive au bout de la corde, elle est réfléchie. Puis il y a d'autres ondes qui arrivent. La plupart du temps, ces ondes se mélangent et puis il ne se passe rien. Mais il y a des situations particulières
où justement le maximum de cette onde-là va rencontrer le maximum de cette onde-là. Et puis, on va donc voir apparaître les ondes stationnaires, comme on a pu l'étudier donc, en classe, soit après la démo que je vous avais faite, soit lors du TP que vous avez pu faire pour malheureusement seulement le groupe A. Donc là, quand on a ce genre de situation, ce genre de phénomène, on appelle ça un phénomène de résonance, en fait. Donc ça veut dire que les ondes, elles s'amplifient parmi, hein, elles sont bien en phase toutes. Et donc, ce qu'on appelle l'oreille externe, ben, ça constitue ce qu'on appelle une cavité résonante. C'est-à-dire que cette cavité résonante, à cause de la forme de l'oreille, elle va amplifier certaines fréquences. Comme on avait vu, pour les ondes stationnaires, hein, dans une corde, ça ne se passe pas tout le temps. Il faut une certaine fréquence. Ça se passe à certaines fréquences qu'on peut donc d'ailleurs calculer. Alors, ces fréquences, elles sont comprises, il se trouve, entre 3000 Hz et 4000 Hz. C'est là que je vous disais que la nature est bien faite, parce qu'il se trouve que quand les bébés crient, eh bien, le son des pleurs des bébés, c'est justement quelque chose qui est entre 3000 et 4000 Hz. Donc, nous, êtres humains, avons une cavité, enfin, l'oreille externe est une cavité résonante qui va amplifier ces fréquences-là. Donc, si ça les amplifie, ça fait qu'on est particulièrement sensible à ces fréquences. On les entend mieux que les autres. On entend mieux les fréquences qui sont entre 3000 et 4000 que celles qui sont entre 10 000 et 20 000, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on ne les entend pas, les autres. Hein. Ça veut dire qu'on y est moins sensible. On est particulièrement sensible à ces fréquences-là. Et ces fréquences-là, c'est donc la fréquence des cris émis par les bébés. Donc, si vous voulez, c'est la nature nous a fait en sorte que, justement, qu'on soit sensible à ces cris-là et qu'on les entende particulièrement bien, voilà, pour perpétuer l'espèce humaine et pas qu'on laisse les bébés en difficulté s'ils se mettent à crier tout le temps. Alors, maintenant, j'arrive à notre perception du son. Comment est-ce qu'on perçoit le son? Donc le son, les ondes sonores, elles ont des caractéristiques, comme par exemple la fréquence, comme la longueur d'onde, comme la vitesse de propagation. Ça, c'est des caractéristiques qui sont propres à l'onde. Que nous, on les entende ou qu'on ne les entende pas, ces caractéristiques, les ondes, elles les ont. Mais maintenant, quand nous, on entend, qu'est-ce qu'on détecte en réalité? Qu'est-ce qu'on détecte? Alors, je parle en premier de ce qu'on appelle la hauteur d'un son. La hauteur d'un son, c'est une sensation auditive. Donc, si c'est une sensation, c'est une de nos capacités à analyser le son, en fait. Et à quoi elle sert, cette sensation? Eh bien, elle permet, en fait, aux êtres humains de distinguer les différentes fréquences des sons. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais un son qui serait ou si je fais un son qui serait ou encore voilà, et ben vous avez vu qu'il y a différentes fréquences du son. Hein. J'ai fait un son bas au début, puis après j'ai fait quelque chose de moyen, puis après j'ai fait quelque chose de plus haut. On appelle ça en français des sons graves. Hein, quand on dit que c'est grave. Quand c'est I, on dit que c'est aigu. Eh bien, vous entendez ces différences. Vous êtes capable de percevoir ces différences. Et ce qui vous permet de faire ces différences, ben, c'est justement votre capacité à distinguer la hauteur d'un son. Donc, vous avez entendu que j'ai fait des sons plus aigus que d'autres. Ceux qui sont aigus, en général, ils ont une haute fréquence. C'est pour ça qu'on dit que ce sont aussi des sons hauts. Ceux qui sont graves, eh bien, on dit que c'est des sons de basse fréquence. Là, ça ne vous permet pas de mesurer la fréquence. Quand j'ai fait, par exemple, vous ne savez pas quelle est la fréquence. Vous n'avez pas quelque chose qui vous permet de la mesurer. Mais vous pouvez savoir qu'elle est plus haute que si je fais. Vous arrivez donc à distinguer le fait que certaines fréquences soient plus hautes que d'autres, ou que certains sons ont une fréquence plus élevée que d'autres. Donc, si vous voulez, la hauteur d'un son, ça correspond grosso modo à notre capacité donc à distinguer les fréquences, en fait, et ça correspond plus ou moins à la fréquence. Mais encore une fois, ça n'est pas une capacité qui nous permet de mesurer la fréquence. On ne peut pas savoir combien il y a de hertz dans tel ou tel son. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hauteur d'un son.
Donc, encore un dernier truc, hein, en général, on appelle un son aigu un son de haute fréquence, mais on dit aussi un son haut. Et puis en général aussi, on dit un son grave, un son de basse fréquence, mais on peut aussi l'appeler un son bas. C'est dans le vocabulaire, on peut utiliser haut ou aigu pour les hautes fréquences, grave ou bas pour les basses fréquences. Alors, une autre chose qui nous permet de faire des différences par rapport à par rapport au son qu'on peut capter, qu'on peut percevoir, c'est ce qu'on appelle le timbre. Le timbre. Alors, qu'est-ce que c'est que le timbre? Eh bien, si par exemple, vous prenez un orchestre, un petit orchestre, hein, vous prenez je sais pas, vous mettez une guitare, un piano, je sais pas moi, une flûte et puis une trompette, par exemple. Et puis, vous avez déjà vu, hein, quand les gens commencent à jouer, en général, bon, des fois ils font ça dans les répétitions plutôt, mais ils s'accordent entre eux. Donc, ils choisissent une note qui en général est un La, et puis donc ils jouent tous les instruments jouent le La, et puis à l'oreille, hein, avec la capacité qui est notre capacité de détecter ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la hauteur des sons, ceux qui ont l'oreille, évidemment, il y a des gens qui ont plus de capacité sonore que d'autres, eh bien, ils arrivent à détecter s'il y a un des instruments qui est mal accordé. Puis donc, si tout est bien accordé, ben, on est bon et puis on peut jouer. Donc maintenant, imaginons qu'on est en train de faire ça. Donc, il y a chaque instrument qui est en train de jouer la même note, par exemple un La, pour voir si tout le monde est sur le même La. Et puis tout le monde est sur le même La, tout va bien, on peut commencer le concert. Eh bien, ce n'est pas parce que tout le monde joue le même La qu'on va confondre le piano avec la trompette, avec la flûte, avec la guitare. On va reconnaître le son de la guitare, on va reconnaître le son du piano, on va reconnaître le son, ce que j'ai dit, de la flûte, etc., et de la trompette. Donc, cette sensation qui nous permet de reconnaître, de distinguer l'instrument, l'origine finalement des sons, malgré qu'ils jouent la même fréquence, la même note, eh bien, c'est ce qu'on appelle le timbre. Je l'ai écrit ici, sensation auditive qui permet aux êtres humains de distinguer ou reconnaître le son de différents instruments. Et puis même plus que des instruments, hein, parce que vous pouvez très bien faire un La avec un moteur de voiture, par exemple, hein, c'est tout à fait possible. Ou vous avez déjà vu ces gens qui prennent des verres, hein, qui les remplissent plus ou moins, puis qui frottent le bord des verres pour créer des notes. Donc on peut créer des notes de musique avec donc des fréquences bien particulières, même sans instrument de musique. Mais bon, là, je vais donner quelques exemples. Donc, on est capable de différencier une flûte d'une trompette, d'un saxophone, même s'ils jouent la même note, et qui est donc à la même fréquence. Et donc, cette capacité qu'on a à reconnaître les instruments, eh bien, c'est ce qu'on appelle le timbre. En fait. Alors, pour mieux vous faire comprendre de quoi il s'agit, on peut faire une petite expérience. Enfin, on ne peut pas faire l'expérience, mais on pourrait la faire en classe. Une expérience dans laquelle on mettrait un micro, relié à un amplificateur, lui-même relié à ce qu'on appelle un oscilloscope. Alors, un oscilloscope, je vous ai déjà montré ce que c'est. C'est un petit appareil qui a un écran, en fait, et puis sur l'écran, on voit l'amplitude de l'onde, donc pour vous, c'est plutôt comme ça. On voit l'amplitude de l'onde en fonction du temps. Donc, on voit des graphiques, en fait. Donc, l'idée, c'est de représenter le son qui est capturé avec un micro. Avec un micro, le micro passe ce qui est capturé à l'amplificateur. Donc là, ça veut dire que l'onde, elle a été transformée en une onde électrique. Et puis ensuite, cette onde électrique, elle est analysée à l'oscilloscope. Eh bien, là, j'ai quelques exemples de divers instruments qui jouent donc tous la même note. Le premier instrument que je vous montre ici, c'est une flûte. Alors en fait, quand vous voyez la flûte, elle joue ici un La, ce qu'on appelle un La3 à 440 Hz. Donc ça veut dire que c'est une fréquence bien déterminée. Alors ici, bon, on n'a pas les valeurs, hein, mais quand on représente l'amplitude de l'onde en fonction du temps, on voit cette forme un petit peu bizarre. Et donc vous voyez qu'il y a une répétition entre ici, ici et ici. Ouais, j'ai un petit peu raté mon dernier. Je le change. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas, hein. Ok, alors je le refais, voilà. Donc je voulais le faire ici, voilà. Donc il y a cette répétition.
comme ici on est sur l'échelle du temps, eh bien, ce qu'on appelle, ce qui est ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle la période. Donc, c'est le T, en fait. C'est la période T, ici. Qu'on va retrouver, bien entendu, ici. Alors, cette période T, elle est en lien, évidemment, avec les 440 Hz. Je vous rappelle que le lien, c'est que la fréquence, c'est 1 sur la période. C'est ça la formule. Je peux l'écrire ici, s'il veut bien. Vas-y. Voilà, hop. La fréquence, c'est 1 sur la période. Donc, vous voyez bien ici qu'on a une certaine période. Donc, on a une certaine fréquence qui est donnée par 1 sur la période. Et la fréquence, en l'occurrence ici, c'est 440 Hz. Si maintenant, je regarde un autre instrument de musique, alors, bon, tout est un tout petit peu décalé, c'est un petit peu dommage. Alors, vous avez ici une trompette qui joue le même, comment dire, qui joue la même note. C'est toujours un La à 440 Hz. Et en fait, bon, encore une fois, il n'y a pas de nombre sur cette échelle du temps. Et vous voyez qu'ici, on a clairement une répétition de la forme de l'onde. Et donc, cette distance qui est entre là et là, c'est de nouveau ce qu'on appelle la période. Et donc, cette distance, elle est équivalente à ce qu'on avait vu tout à l'heure pour la flûte, en fait. Il y a juste un petit décalage ici, mais c'est la même distance, donc c'est la même période, et si c'est la même période, c'est donc la même fréquence aussi. Et puis, je peux faire le même raisonnement avec ensuite le saxophone. Vous voyez encore ici que pour un saxophone, eh bien, là, par exemple, vous avez ce pic là en bas qu'on va retrouver ici, qu'on va retrouver ici. Et donc, encore une fois, si vous regardez la distance qu'il y a entre les deux, eh bien, c'est ce qu'on appelle une période. Et cette distance, c'est toujours la même. Donc, ça correspond toujours aux 440 Hz. Et puis, finalement, si on fait avec le dernier exemple, je ne me rappelle plus ce que c'est, un violon, voilà. Eh bien, pour un violon, la même chose. Vous avez, par exemple, ici un pic que vous retrouvez ici, que vous retrouvez ici, que vous retrouvez encore ici. Et donc, entre chaque pic, il y a toujours la même distance, donc toujours la même période, et donc toujours la même fréquence. Donc, vraiment, ces 4 instruments jouent la même note, qui est un La à 440 Hz. Et pourtant, quand on les entend, eh bien, on perçoit que ce sont des instruments différents, qui jouent tous la même note, mais on entend quand même des différences. Et donc, ces différences, nous, on les analyse, c'est ce qu'on appelle le timbre. Mais si on les analyse à l'oscilloscope, eh bien, on verra que la forme de l'onde, pour la flûte, elle aura cette forme-là. Pour la trompette, il y aura cette forme-là. Pour le saxophone, une autre forme encore. Et puis pour le violon, encore une autre forme. Donc, si vous voulez, notre capacité à distinguer ces différentes formes, c'est ce qu'on appelle le timbre, que j'ai défini donc à la page ici. Alors, maintenant que j'ai présenté ce que c'était que la hauteur et le timbre, là j'arrive dans quelque chose de... Bon, c'est assez compliqué, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails, je voulais juste que vous sachiez ce qu'on est capable de faire, mais sans pour autant savoir comment exactement on le fait. Alors, dans la nature qui nous entoure, il y a ce qu'on appelle les sons purs. Alors, les sons purs, c'est le son, par exemple, typiquement qu'on crée grâce à un diapason. J'ai un diapason ici. Voilà. Un diapason, voilà, c'est ce truc. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais pas si les ondes passent à travers le micro de l'ordinateur. Donc ça, c'est un son, ce qu'on appelle un son pur, parce qu'en fait, il est effectué à une fréquence bien précise. Et puis, si on analyse cette onde avec l'onde qui est produite par un diapason avec un oscilloscope, eh bien, on va obtenir une onde sinusoïdale. Donc, la forme d'un son pur, c'est une forme bien sinusoïdale, telle que je l'ai représentée ici, avec donc ici, par exemple, une période entre ce point-là et là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la période, comme on l'a déjà défini au début du chapitre de manière générale sur les ondes. Ça, c'est pour un son pur.
Mais maintenant, dans la vie, la plupart des sons qu'on entend ne sont pas des sons purs. Ce sont en fait des sons qu'on appelle des sons composés. Alors, les sons composés, ils ont une forme qui n'est pas une forme sinusoïdale comme celle-ci. C'est autre chose. Alors, typiquement, c'est ce genre de choses que j'ai donné pour un violon, pour un saxophone. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a une fréquence là-dedans, qu'il y a des choses qui se répètent, mais par contre, la forme de l'onde, c'est loin d'être une sinusoïdale. C'est une espèce d'onde en dents de scie qui est difficile à décrire. La seule chose qu'on remarque, c'est qu'il y a une répétition. Donc, s'il y a une répétition, il y a une période et donc il y a une fréquence. Alors, mathématiquement, et de même que électroniquement, d'ailleurs, on arrive à le faire de manière électronique, il est possible de reproduire la forme d'une onde qui serait très particulière, une onde en dents de scie, par exemple, en choisissant bien certaines ondes sinusoïdales et en les superposant. Donc, en fait, en superposant plusieurs ondes sinusoïdales qui sont ce qu'on appelle des sons purs, qu'on va mettre plus ou moins fort, qu'on va choisir avec des fréquences plus ou moins grandes, qu'on va déphaser, décaler les unes par rapport aux autres, et bien, si on les additionne toutes, on est capable de recréer, de reproduire la forme de l'onde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition de Fourier. Alors, Fourier, c'était un mathématicien, donc c'est pour ça que c'est lui qui a donné ce nom à cette technique qui est d'ailleurs très compliquée. Je ne vais pas du tout entrer en matière sur comment on procède. Donc, cette technique s'appelle la décomposition de Fourier. Alors, en fait, si vous voulez, c'est l'inverse de ce que fait un instrument de musique. C'est-à-dire qu'un instrument de musique, de par sa forme, qu'est-ce qu'il fait en fait? Eh bien, il va créer des ondes, par exemple l'onde qu'on appelle fondamentale, avec la fréquence fondamentale, mais il va aussi créer les harmoniques à l'intérieur de l'instrument de musique. Et en fait, l'onde fondamentale, avec la fréquence fondamentale, plus les harmoniques, vont se superposer les unes les autres, et c'est donc à cause de la forme de l'instrument qu'on peut obtenir à la fin une structure qui est comme par exemple celle-ci pour le violon, ou celle-ci pour le saxophone, ou celle-ci pour la trompette, ou celle-ci pour la flûte. Et puis nous, on peut s'intéresser à faire le chemin inverse, c'est-à-dire au lieu de prendre l'ensemble de toutes ces ondes, eh bien, de décomposer tout ça pour essayer d'avoir chaque onde sinusoïdale, les unes séparées des autres, que si en fait on les additionne, alors on obtient le son qui est produit par l'instrument en question, c'est-à-dire on reproduit cette forme qu'il y a ici, ou cette forme qu'il y a ici, ou celle-là, ou encore celle-là. Alors, cette procédure qui consiste à faire le chemin inverse, donc à décomposer tout ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition de Fourier. Alors, je vous ai juste mis un exemple ici de décomposition de Fourier. Je ne vais pas aller dans les détails, mais l'idée est la suivante. Alors, vous avez un son là, un son quelconque, qui est, je vais faire, bon, je vous le montre juste comme ça en rouge, mais là, c'est celui-là. Vous avez donc cette onde un peu spéciale, là, tac. Voilà. Ça, c'est l'onde sonore qu'il faut décomposer. C'est l'onde que vous captez, en fait. Celle qui est produite, par exemple, par un instrument de musique. Ça ressemble, d'une certaine manière, ça ressemble un petit peu à ça, par exemple. Pourquoi pas? Bon. Alors, cette onde-là, l'idée, c'est de la décomposer. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout d'abord, vous voyez que cette onde, elle a une certaine fréquence. Ce qu'on voit ici, ce petit sommet qu'il y a là, on le retrouve ici, puis on va le retrouver encore ici. Donc, on peut assez facilement mesurer sa période, qui est la distance temporelle entre ce pic-là et ce pic-là, ou entre ce pic-là et ce pic-là. Quand on a la période, on peut obtenir la fréquence. Donc ça, c'est la période T. Voilà. Et moi, ce que je vous dis, c'est que une fois qu'on a T, eh bien, c'est assez facile d'obtenir la fréquence, puisque F est égal à 1 sur T. Oula, qu'est-ce qu'il me fait, lui? F égale
1 sur T. Voilà. Donc, vous obtenez la fréquence de cette onde. Et donc, en fait, après, ce qu'il s'agit de faire, c'est de prendre comme fréquence fondamentale, donc la toute première de ces fréquences, une onde qui a la même fréquence que l'onde. Donc, en mesurant la période, on trouve la fréquence, et donc ensuite, on peut prendre une onde sinusoïdale qui a la même fréquence que l'onde. Vous voyez ici, si je dessine cette fois en vert, on voit clairement que, j'ai dit en vert, on voit clairement qu'entre ici, par exemple, et ici, ou là, on voit, bon, c'est un peu tout ce qu'on voit, eh bien, on voit que là, on retrouve cette même période. J'ai fait ça un peu grossièrement, mais la période qu'il y a ici, c'est la même que celle qu'il y a ici. Donc ça, c'est l'onde sinusoïdale qui a la même fréquence que l'onde en question. Et puis maintenant, eh bien, quand on fait la décomposition de Fourier, eh bien, on prend plusieurs autres ondes qui sont en fait les harmoniques de la première. Donc, vous voyez, ici, on en a dessiné 5 autres. Donc, il y a le premier harmonique, qu'on appelle donc l'onde fondamentale, qui est représentée tout en haut. Puis après, il y a la deuxième, il y a la troisième, ou le deuxième, troisième, le quatrième harmonique, cinquième, et puis enfin sixième. Donc, vous voyez, les ondes, elles sont de plus en plus, avec des fréquences de plus en plus grandes, comme on a pu le voir quand on a fait étudié les harmoniques, la fréquence, elle est toujours de plus en plus grande. Alors, non seulement il y a la fréquence qui est de plus en plus grande, donc ça veut dire que la fréquence change, mais vous voyez qu'il y a aussi l'amplitude qui a changé. L'amplitude, ici, on a une amplitude relativement grande, c'est pas ça que je voulais faire, c'était l'inverse. Ici, on a une amplitude qui est relativement grande, qui est représentée d'ailleurs ici. Pour l'harmonique suivant, on a une amplitude qui est un peu plus petite, puis ici encore un peu plus petite, etc., etc. Et puis, il y a aussi des décalages. Ça, c'est ce qu'on appelle des déphasages. Vous voyez que le sommet de la première onde, ici, ne correspond pas au sommet de la deuxième onde, qui lui-même ne correspond pas forcément au sommet de la troisième, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les déphasages. Donc évidemment, comment obtenir la bonne amplitude, comment obtenir les bons déphasages, ça, c'est justement ça, la procédure complexe de cette fameuse décomposition de Fourier. Et ce que je voulais que vous sachiez, c'est qu'il est possible, et en fait, c'était pour faire le lien avec les ondes, les harmoniques qu'on avait vues auparavant, c'est finalement à quoi servaient ces harmoniques? C'est que dans un instrument de musique, l'instrument va jouer l'onde fondamentale ici, puis il va produire, à cause de la forme de l'instrument, différents harmoniques qui vont en fait s'additionner à la fréquence fondamentale pour donner à la fin une forme un petit peu bizarre à l'onde qui est caractéristique justement de l'instrument en question et que vous allez pouvoir reconnaître grâce à votre sensation auditive qu'on appelle le timbre. Voilà pour cette décomposition de Fourier.